Si le suivi de chantier ne figure pas explicitement dans les emplois types de la filière bibliothèque, il en devient pourtant une mission fréquente qui ne peut s'envisager sereinement sans une collaboration étroite avec les directions du patrimoine et de l'immobilier, comme nous l'avons vu ce matin. La transition écologique apporte une nouvelle dimension à ces projets de construction et de rénovation. Nous souhaitions donc, à travers les 3 retours d'expérience qui vont vous être proposés, de balayer les défis, les opportunités et les obstacles que peuvent poser les problèmes immobiliers en BU à l'aune de la transition écologique. J'ai pour cela le grand plaisir d'accueillir Christophe Dejonc, chargé de projet direction immobilier et logistique, et Frédéric Souchon, chargé de projet service commun documentation chargé de projet au service commun de la documentation à l'Université de Lille, pour évoquer à travers un regard croisé, maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'usage, la rénovation de la BU-SHS du campus Pont-de-Bois, un projet aux objectifs environnementaux ambitieux. Nous laisserons dans un second temps la parole à Lénaïque Ledouigou, directrice du service commun Learning Center, et Nicolas André Collan, directeur de gestion du patrimoine immobilier à l'Université de Haute-Alsace, pour aborder la conception du Learning Center, un projet répondant à la norme ISO 50001 dans un contexte du PEC 2030, donc plan efficacité énergétique des campus à horizon 2030. Et enfin, nous céderons la parole à Frédéric Desgranges, directeur adjoint du SCD, et Stéphane Amiard, vice-président patrimoine à l'Université d'Angers, qui nous parleront de sobriété et d'attractivité, à l'exemple du campus démonstrateur de Belle-Beille. Christophe, Frédéric, je vous cède le pupitre. Bonjour à tous, donc nous sommes ravis avec Christophe d'être parmi vous aujourd'hui. Je remercie Christophe d'avoir accepté de m'accompagner dans cette réunion de bibliothécaires et de venir porter un regard donc plutôt technique sur le projet qui est le regard de la maîtrise d'ouvrage. Vous l'avez compris, moi de mon côté, je vais plutôt investir les questions d'usage et de fonctionnalité. Ça a été dit ce matin et c'est notre conviction avec Christophe sur ces questions d'objectifs environnementaux. On est convaincu qu'il faut savoir faire dialoguer technique et usage pour parvenir à des résultats qui conviennent à tous. Notre propos aujourd'hui, ce n'est pas de vous présenter dans son ensemble le projet BU-SHS. On va vraiment rester focus sur les questions environnementales. Ça marche. Quelques mots d'introduction, malgré tout, quelques mots de contexte sur le projet de rénovation. Donc, le bâtiment de la bibliothèque universitaire de sciences humaines et sociales de l'Université de Lille est situé sur le campus de Villeneuve-d'Ascq, donc en périphérie immédiate de Lille. C'est un campus qui a été construit en 1974, qui fête cette année ses 50 ans, qui a été construit d'un seul tenant, comme ça se faisait beaucoup à l'époque. Et le bâtiment de la bibliothèque, que vous voyez sur les vues de gauche, était conçu d'emblée comme un bâtiment phare du campus, comme un élément de repère et une porte d'entrée sur le campus. C'est un bâtiment plutôt massif, vous le voyez, qui se présente comme sous la forme d'un grand cube d'un peu plus de 60 mètres de côté. C'est un bâtiment où les ouvertures sont assez parcimonieuses, ce qui a ses vertus en termes d'inertie thermique, mais pour le confort de nos usagers, c'était plutôt limité. Et c'est un bâtiment qui présentait le défaut d'être truffé d'amiante. Et donc, rapidement, on a eu des projets d'évolution, d'adaptation aux nouveaux usages qui ont été bloqués parce que ça impliquait des interventions qui étaient trop lourdes et difficiles à financer. Dès la fin des années 90, il y a eu de premières études de préprogrammation. Il y a un projet qui a été mis sur les rails dans le courant des années 2000 qui malheureusement n'a pas abouti. Et il a fallu attendre la fin des années 2010 pour qu'on puisse enfin, que les planètes soient alignées et qu'on puisse enfin finaliser ce projet de rénovation. Quelques mots sur les enjeux énergétiques. Sur la partie de droite de la slide, vous avez une vue aérienne du bâtiment. Et vous constatez qu'en réalité, il n'y a pas un seul bâtiment, mais 2 bâtiments. Le bâtiment de la bibliothèque en tant que tel, qui est en jaune, et le bâtiment du silo, qui est en bleu. Alors le silo, c'est notre magasin de conservation des ouvrages. On conserve un peu plus de 650 000 documents, dont des fonds patrimoniaux. Et dans l'ancien bâtiment, ces fonds ne bénéficiaient d'aucun traitement d'air, ni gestion de la température, ni gestion de l'hygrométrie. Et donc, un des enjeux techniques de cette rénovation, c'est de venir apporter du traitement d'air sur ces espaces. Je crois qu'on a 5000 m² de surface uniquement pour le silo. Donc, on va venir apporter un surcroît de consommation énergétique tout en cherchant à réduire drastiquement les consommations énergétiques globales du bâtiment, puisqu'on est sur un objectif de moins 60% par rapport à 2017.
Donc Christophe vous présentera tout cela. Voici notre objectif, notre futur proche, donc avec un objectif d'ouverture en septembre 2026. Le projet architectural a été retenu en juin 2023, à l'issue d'un dialogue compétitif. On est dans le cadre d'un marché global de performance. Ça a été évoqué à plusieurs reprises ce matin et Christophe va revenir sur ces éléments. Je n'ai pas le temps de développer le projet architectural, mais vous le comprenez, il s'agit avant tout de faire entrer la lumière dans le bâtiment, de venir ouvrir la boîte, ouvrir le volume, de transformer les espaces en créant un escalier monumental qui va venir connecter les différents niveaux entre eux. On est sur un bâtiment de grande taille, donc un budget de 45 millions d'euros, dans le cadre d'un CPER, donc avec un concours de l'État et de la région Hauts-de-France. 1200 places assises, 800 000 documents, 17 000 m². Et puis au-delà de la transformation architecturale, ce qu'on vise bien sûr, c'est une transformation de l'offre de services. On va venir proposer toute une gamme de nouveaux services, une cafétéria de 100 places assises, un espace dédié aux chercheurs sur 600 m², à la fois un espace de vie, un espace de travail, un espace exposition, un espace d'innovation pédagogique. Donc tout un tas de choses qui sont à retrouver sur le site web dédié au projet, donc futur-BESHS univ-lille.fr, que je vous invite à consulter. Il y a notamment une vidéo de présentation du projet. Quelques photos du chantier en cours, donc prises peu avant la pause estivale. Vous le voyez, on est dans une phase de démolition gros œuvres. Je vous l'ai dit, le projet a été retenu en juin 2023. Les travaux ont démarré en juillet 2024, tout d'abord par une phase de curage des amiantages. À partir de juin 2024, les travaux de démolition gros œuvres se sont amorcés et on est sur un objectif de réception du bâtiment fin 2025, début 2026. Donc les choses vont arriver assez vite. Christophe, je te passe la parole. Dernier point sur le calendrier, j'y tiens. On vous donne rendez-vous le 7 novembre sur les réseaux sociaux puisque nous dévoilerons le nouveau nom de la BESHS, l'identité graphique, à l'occasion d'une cérémonie d'inauguration du chantier. Merci Frédéric. Bonjour à tous. Donc, comme l'indiquaient mes collègues, je suis le chargé de projet pour la direction immobilier et logistique qui suit le projet. Moi, ça fait 4 ans que je suis arrivé à l'université, 4 ans que je m'occupe de ce beau bébé. Quelques mots pour vous expliquer le montage qu'on a retenu, comment on a organisé les équipes et les différents contributeurs du projet. Dans des projets immobiliers, il y a 2 grandes familles de montage. La première famille, le premier type, c'est la loi MOB, c'est le montage classique, dans lequel le maître d'ouvrage commence par désigner une équipe de maîtrise d'œuvre avec un projet architectural et technique. Le maître d'ouvrage achète une conception, un début de conception. Avec cette équipe de maîtrise d'œuvre, il affine la conception pour l'amener à un niveau de définition suffisant pour lancer de nouvelles consultations pour cette fois désigner les marchés de travaux. Le maître d'ouvrage passe un contrat avec chaque entreprise. Une entreprise de gros œuvres, une entreprise de fenêtres, une entreprise de peinture, etc. Tout ce petit monde collabore pour réaliser le chantier. À l'issue de ce chantier, le maître d'ouvrage passe en phase d'exploitation et missionne un prestataire spécialisé pour réaliser les opérations de maintenance technique et d'exploitation du quotidien, mais en tout cas, assurer les prestations de maintenance. C'est un montage, donc, comme j'indique, qui induit beaucoup d'interactions entre la maîtrise d'ouvrage et les différents opérateurs. C'est aussi un montage qui est séquencé, la première phase de désignation de la maîtrise d'œuvre, ensuite les travaux, ensuite la maintenance, donc avec les difficultés que ça peut comporter. L'autre grande famille, ce sont les marchés globaux. Ce matin, ça a été évoqué, je ne sais pas dans quelle mesure vous avez les uns les autres la connaissance de ce sujet, mais globalement, ce type de marché, l'idée, c'est on fait un contrat unique avec un ensemble d'opérateurs. Dans ce contrat unique, on peut mettre plusieurs prestations, à minima la conception et la construction. Donc, au sein de cette équipe, on a l'équipe de maîtrise d'œuvre et l'entreprise TCE pour tout corps d'État. On peut aussi adjoindre l'entreprise de maintenance et on peut, dans certains cas, également intégrer le financement. Donc, nous, c'est le choix que nous avons fait pour mener le projet de la BUSHS parce que ça répond pour 2 principales raisons. La première, c'est que ça sécurise la maîtrise des risques. Au moment où on signe le contrat, le titulaire, le groupement, s'engage sur un calendrier, un budget et la gestion de toutes les interfaces qui se passent entre les différents opérateurs.
Et le deuxième grand volet, c'est le fait que le MGP, enfin le titulaire du groupement, du marché, s'engage sur l'atteinte effective des performances qu'il a présentées dans sa conception, au moment où on l'a choisi. Les niveaux de température, les kilowattheures consommés, le degré d'hygrométrie dans les espaces. Ce sont des engagements formalisés dès le début du contrat et qui sont, sur lesquels l'ensemble des opérateurs qui sont dans le groupement sont engagés. Et donc, tout le monde étant responsabilisé, le maître d'ouvrage se sécurise sur l'atteinte effective des résultats attendus. Je te laisse la parole, Frédéric. Je vais aller rapidement parce que j'ai peur de la cloche. Donc on vous propose un petit schéma en fait d'une cartographie des acteurs, vous donnant à voir les acteurs plus spécifiquement impliqués sur les questions de maîtrise des performances et d'énergie. Donc on a un ensemble de maîtrise d'ouvrage qui est assuré par l'Université de Lille, des AMO à nos côtés, notamment un assistant technique à maîtrise d'ouvrage qui joue un rôle tout à fait clé. J'ai été sensible aux propos de ce matin concernant la nécessaire montée en compétence sur des projets de MGP. Je pense que de ce point de vue-là, la fusion des universités lilloises nous a servi. Je ne suis pas certain qu'on aurait pu mener un projet d'une telle ampleur, qui est le plus gros projet immobilier mené par l'université depuis la création des campus sur Villeneuve-d'Ascq, qu'on aurait pu mener cela dans les anciens périmètres. Donc à côté, un groupement de maîtrise d'œuvre, et donc au sein de ces deux ensembles, des acteurs plus spécifiques sur ces sujets environnementaux qui, vous le voyez, nécessitent de nombreuses interfaces et qui nécessitent aussi un suivi tout au long du cycle de vie du projet, conception, réalisation, exploitation, maintenance. Et de ce point de vue-là, le format MGP est très facilitateur. Donc, quelques mots pour présenter le projet et les aspects sur lesquels le groupement est engagé. Frédéric l'a dit, l'objectif en termes de sobriété énergétique, c'est de réduire nos consommations de 60% par rapport à la situation de 2017. On réduit les consommations en intégrant de nouvelles fonctionnalités, notamment le traitement d'air dans le silo, et aussi en densifiant les usages. On rajoute une cafétéria, on rajoute de l'activité dans le bâtiment, et dans le même temps, on réduit les consommations énergétiques. Pour atteindre cet objectif, on est très aidé par la forme, la géométrie du bâtiment initial, qui est très très compacte. On a peu de surface déperditive par rapport aux surfaces construites. Donc du point de vue thermique, c'est un avantage. En revanche, du point de vue de la lumière, de la pénétration de la lumière, ce que souligne Frédéric, c'est plutôt un inconvénient, mais sur le plan de la sobriété énergétique, c'est quelque chose qui est très facilitant. Un petit diagramme pour exposer la répartition des consommations énergétiques du projet. Je ne vais pas détailler l'ensemble, mais simplement pour vous indiquer, l'intérêt de cette slide, c'est de vous indiquer le poids du silo. Le silo, c'est la partie verte dans le diagramme. Donc ça représente environ 20%, enfin on ajoute 20% de consommation par rapport à une situation où initialement cette partie verte n'existait quasi pas. Et donc pour atteindre notre objectif de moins 60%, on est amené à beaucoup compenser par de la production photovoltaïque. On va couvrir l'intégralité du toit de l'ABU par des panneaux solaires et on va coloniser la toiture d'un bâtiment adjacent pour assurer la production qui vient compenser celle de l'ABU et nous permettre d'atteindre l'objectif de moins 60%. Donc on triche un petit peu, on exploite le périmètre campus pour atteindre notre objectif sur l'ABU. Dernier point, c'est le fait, je voulais ressouligner le fait que le MGP permettait à la fois d'atteindre ses performances escomptées au moment de la réception, mais aussi de sécuriser le fait qu'elles se maintiennent dans le temps, puisque chaque année, au fil des mois, on a des revues trimestrielles avec le prestataire de maintenance, pour s'assurer que les niveaux de consommation et de confort sont maintenus dans le temps. On est bon. La cloche a sonné. 2 minutes. On est bon. Bilan carbone et préservation des ressources. On a juste un mot pour vous mettre à l'esprit ce qui est un peu la politique générale en matière d'immobilier, c'est qu'en matière immobilière, la tendance n'est pas à la construction neuve, mais bien à la rénovation, et c'est très positif du point de vue du bilan carbone, puisque sur un bâtiment neuf, 50% du bilan carbone correspond à la construction de la structure. Donc quand on choisit de faire une rénovation, on économise déjà 50%, on favorise le bilan carbone à hauteur de 50%. Par contre, dans une rénovation, on introduit quand même de nouveaux matériaux, et donc le groupement est engagé sur l'intégration de 30 tonnes de matériaux biosourcés, l'usage de matériaux recyclés, notamment les revêtements de sol et les façades. Les revêtements de sol, les moquettes seront produites à base de filets de pêche recyclés. Concernant les façades, c'est de l'aluminium, de la même manière qui est issu de filières de recyclage de canettes et de plaques d'immatriculation.
Un point important aussi que les néophytes n'ont pas en tête, mais je voulais le placer ici, les fluides frigorigènes sont un composant invisible du bâtiment, mais qui, s'ils ne sont pas sélectionnés avec soin, peuvent vraiment plomber un bilan carbone. Donc dans notre programme et dans les engagements du groupement, on a aussi coché cette case-là. Et enfin, on veille à limiter notre consommation d'eau potable en valorisant les eaux de pluie sur le site, pour les sanitaires notamment. Alors, on n'a pas le temps de développer, je vais laisser la parole à nos collègues qui, j'en suis sûr, pourront rebondir sur ces thématiques. On avait identifié un certain nombre de pistes de réflexion avec Christophe, je vous les partage sous la forme de questions rapidement. Tout d'abord, la question de la chronotopie, comment on lie davantage le niveau de fréquentation des bâtiments avec le niveau de consommation énergétique. La question de la valeur d'usage, comment on consomme moins d'espace mais mieux avec les logiques de flexibilité, de versatilité, de mutualisation des espaces. Les questions d'équipement mobilier et numérique, il en a été peu question de l'équipement mobilier ce matin, mais c'est une thématique importante où il y a beaucoup d'axes à travailler. Et la question de la sensibilisation, ça rejoint les propos de ce matin. Le sujet n'est pas seulement technique, et évidemment, il y a un accompagnement des usagers à prévoir dans l'appropriation des dispositifs techniques en matière d'économie d'énergie. Voilà, 15 minutes, c'était l'engagement moral pris. Le challenge a été relevé haut la main, félicitations. On note quand même l'intérêt de pouvoir utiliser le recyclage de toutes les canettes usagées qu'on trouve en bibliothèque pour les façades de la bibliothèque de Lille. Je pense que c'est une piste à creuser. Alors après un projet de rénovation, on voulait aussi donner à voir un projet de construction cette fois-ci pour voir un petit peu toutes les diversités de situations. Et donc, je lance le diaporama. Je vous laisse la parole. Merci, Aurore. Alors effectivement, à Mulhouse, le Learning Center est sorti de terre, alors comme un champignon, ou presque comme un champignon. Alors un champignon pas tout à fait pied de mouton, plutôt veste de loup, mais loup gris, pour faire une analogie automnale et écologique. Les collègues de Lyon 3, Aurore Cartier et Marie-Guillaume, parlaient de durée entre un début de programmation et la réalisation concrète, l'ouverture d'un bâtiment. Chez nous, ça a quand même demandé une grosse décennie. Donc, apprentissage de la patience et une certaine persévérance. Alors, c'est un bâtiment donc, qui est sorti de terre il y a 5 ans, qui a ouvert ses portes en septembre 2020. Donc, nous l'habitons désormais depuis 4 ans. C'est un espace de 3500 m², avec à peu près 500 places assises et sur 2 niveaux. Alors, doté de toutes les beautés de modularité, de flexibilité, d'adaptabilité que nous attendions d'une construction contemporaine, c'est donc un équipement qui permet l'interaction, la cohabitation des usages et donc des réinventions qui sont aujourd'hui une source de satisfaction. Alors, le geste architectural du Mulhousien Hugues Klein, alors attendez, il faut que j'arrive à montrer un petit peu ce que c'est que ce bâtiment. C'est un geste qui, par son intentionnalité, son impact visuel, son impact spatial, a été une intervention marquante sur notre campus. Et cette création du Learning Center s'est inscrite dès l'origine du projet dans un dialogue avec l'environnement naturel du campus. Et ça concordait avec une démarche générale de l'UHA en matière de transition environnementale. Et je laisse donc Nicolas vous parler de ces aspects. Voilà, donc on voit sur cette photo l'intégration du projet dans le campus Hilberg, qui est le campus principal de l'Université d'Haute-Alsace sur Mulhouse. Donc un campus très végétal, très arboré, à proximité d'un bois urbain, qui a été l'occasion, peut-être on parlait de transition écologique, du coup ces dernières années, d'une réflexion sur sa gestion environnementale,
avec la création d'un schéma directeur paysager sur le campus qui a été validé par le conseil d'administration pour accompagner l'organisation voilà, du site au fur et à mesure des constructions et des projets. L'occasion aussi de créer une charte sur les espaces verts avec la définition des différentes essences à privilégier en fonction voilà, du cadre local, du climat et aussi des contraintes, que ce soit d'usage, contraintes de sécurité des fois, et également contraintes d'exploitation, parce qu'il y a toujours derrière la problématique de l'intervention pour pouvoir maintenir ce végétal de manière satisfaisante et agréable. Au niveau de cette démarche, plus concrètement, il y a aussi l'intégration de vergers, de potagers, de ruches en lien avec notamment des projets de recherche, des plantations mellifères qui favorisent la biodiversité et le retour des abeilles, des prairies fleuries qui, à partir de 2022, ont permis l'introduction de troupeaux de moutons pour faire de l'éco-pâturage qui viennent une partie de l'année et qui à un moment voilà, contribue à l'animation du campus, à la sensibilisation du public et des étudiants à des problématiques environnementales. Oui, et cette préoccupation autour de la biodiversité, elle a essaimé notamment autour de projets plus artistiques portés par le service universitaire d'action culturelle, avec cet exemple de création d'un banc vivant en chantier participatif, donc porté par une artiste qui a mobilisé des étudiants et des personnels pour construire cet équipement durable et rénovable facilement. Pour ce qui est de la démarche énergétique, il y avait aussi des engagements et des actions concrètes depuis longtemps. Donc effectivement, là on a parlé de la démarche environnementale globale au niveau du site, voilà, pour une entrée en matière concernant ce projet. La démarche de gestion de l'énergie à l'UHA, alors concrètement, on va dire depuis le début des années 2000, il y avait un suivi plutôt d'ordre financier des consommations avec une logique plutôt comptable, mais malgré tout qui était là, qui était mise en place. Mais à partir de 2012, il y a eu un projet étudiant sur la norme ISO 50001. Donc la norme ISO 50001, c'est celle qui cadre un peu la gestion du management de l'énergie dans des établissements privés comme publics ou de différentes structures. Et ce projet a été l'occasion d'une collaboration avec la direction du patrimoine en parallèle du lancement d'une démarche éco-campus qui a amené l'établissement à choisir de passer sur la certification effective à partir de juin 2014. Certification qui se poursuit, qui est toujours effective et qui est reprise en termes d'objectifs par les différentes gouvernances successives qu'on a pu avoir depuis ce moment-là. Et cette démarche, en fait, de par le système normatif, donne un cadre qui engage en fait la communauté universitaire en allant des étudiants, des agents, aux enseignants, aux différents personnels. Au niveau du Learning Center, il y a eu énormément d'échanges sur la performance énergétique du projet au moment de la conception. Et donc, toute cette démarche a été accompagnée voilà, d'actions concrètes avec la sensibilisation sur les 3 premières années qui a permis déjà des économies de l'ordre de 12%, des travaux à gain rapide qui ressemblent un peu à... Alors vous avez entendu parler des plans de relance résilience où il y a des opérations qui sont quelque part rentables puisqu'elles permettent des économies d'énergie par rapport à une somme investie. L'université, sur ses fonds propres, avait décidé à partir de 2016 de faire des travaux avec un temps de retour sur investissement inférieur à 10 ans, ce qui a permis 16% d'économie d'énergie sur l'ensemble du parc. Et en parallèle, toutes nos opérations, les grosses opérations la plupart financées par le contrat de plan État-région, mais voilà, également d'autres opérations de restructuration, de réhabilitation, rénovation énergétique importantes, ont toujours des objectifs de performance énergétique supérieurs aux réglementations en vigueur. Donc ça amène aujourd'hui à des réductions de consommation de l'ordre de 24% sur notre parc par rapport à l'année 2012, qui est celle qu'on retient par rapport au décret tertiaire, on en a parlé rapidement, mais avec un objectif légal qui est d'atteindre 40% de réduction à horizon 2030. Et bon, cet objectif
objectif concerne l'ensemble du parc, y compris des bâtiments de recherche, mais on est déjà à 30% si on considère le référentiel prévu pour le décret tertiaire. Voilà, c'était un peu pour vous rappeler le contexte de notre démarche. Et donc pour la conception elle-même, il y a plusieurs éléments et des choix qui ont été faits pour atteindre la performance énergétique et environnementale, voilà, du projet Learning Center plus concrètement. Donc on a d'abord une implantation du projet qui s'est faite selon un axe nord-sud, comme on le voit là, avec la reprise d'un système qui s'apparente aux sheds qu'on a sur des bâtiments industriels qui sont orientés plutôt vers le nord, et un travail sur les ouvertures dont les dimensions et les caractéristiques sont fonction des orientations, de manière à avoir une luminosité la plus constante possible tout au long de l'année, éviter la surchauffe, éviter les apports solaires trop importants avec les problématiques qu'on peut avoir dans un bâtiment qui est en partie une bibliothèque. Donc voilà là, des éléments techniques, des plans d'exécution du chantier qui illustrent ce propos. On a aussi voilà, des photos d'illustration de l'ambiance intérieure avec l'usage massif de bois. On voit cette luminosité, enfin le travail qui a été fait qui permet une luminosité très, très diffusée, très douce, qui est parfois complétée avec des détecteurs par de l'éclairage artificiel de manière à avoir un niveau d'éclairement suffisant tout le long de la journée. Mais voilà, l'éclairage naturel est quand même très important. Et donc, on a un bâtiment avec une enveloppe qui, à l'intérieur, a une forme très organique, tout en rondeur, qui permet aussi à la lumière de glisser et de se diffuser au sein du bâtiment. Donc, on a une enveloppe performante. Est-ce qu'il y avait d'autres éléments qui ont permis d'améliorer encore le confort thermique du bâtiment? Oui, donc effectivement, au niveau de l'enveloppe, on est sur une enveloppe. À l'époque, donc c'est un permis de construire qui a été déposé en 2014, donc la réglementation thermique 2012 qui s'appliquait. On était sur des isolants, pour vous dire, de 30 à 40 cm d'épaisseur, ce qui pour l'année de permis et l'année de réalisation était très important, donc une enveloppe très isolée. Pour le confort thermique, donc il y a d'abord ce travail de l'enveloppe des orientations, mais il y a aussi l'utilisation de différents matériaux. On a du béton pour une partie enterrée et puis une partie intérieure, cette rampe que vous avez pu voir sur les précédentes images, qui à un moment va apporter de l'inertie qui va contribuer au confort thermique d'hiver en stockant de la chaleur, et l'été qui va éviter au bâtiment de se réchauffer très vite et qui va pouvoir se rafraîchir la nuit de manière à ce que le confort soit maintenu avec le plus d'inertie possible. On a également, voilà, alors là c'est plus en termes de choix de matériaux, une structure métal par rapport aux portées qu'elle permet, mais aussi un usage qui ne se voit pas tant que ça, hormis au niveau des parquets et de certains plateaux bois, mais un usage important de bois avec une charpente secondaire qui était très importante, qui est aujourd'hui enveloppée par l'enveloppe acoustique à l'intérieur et recouverte de zinc à l'extérieur. Là, on parlait d'éléments, on va dire, passifs suite au concept bioclimatique du projet qui permettent de contribuer au confort. On a aussi quelques équipements techniques avec notamment un élément qui s'inspire du puits canadien. Alors, puits canadien qui n'est canadien que pour les Français. Les collègues québécois qui ont visité étaient très étonnés qu'on ait un puits canadien à Mulhouse. Voilà. En tout cas, voilà, le puits canadien, le concept qu'on appelle puits canadien ou des fois puits provençal, c'est un moment un tube d'une grande section qui est généralement enterré et qui permet à l'air de circuler lentement avec des grandes surfaces d'échange qui permettent de le tempérer à toute saison, c'est-à-dire en hiver on va avoir de l'air préchauffé et en été on va avoir de l'air qui va se pré-rafraîchir. Et donc là, sur le plan, on voit un peu cet élément qui est en fait un labyrinthe thermique qui a été construit. On le voit aussi sur cette photo, en sous-sol, enterré, avec une structure béton très lourde et un maximum de surface d'échange, de manière à ce que l'air qui rentre dans les centrales de traitement d'air qui ensuite diffuse l'air dans les espaces, que cet air soit
prétempéré, ce qui permet beaucoup aussi d'économie d'énergie et un confort non négligeable. En termes de chiffres, on parlait dans les différents projets d'objectifs de consommation. Celui-ci, lorsque le permis était déposé, visait 24,9 kWh par mètre carré par an de consommation de chauffage uniquement. Je ne parle pas de consommation électrique. C'était 10% de mieux que ce que la réglementation imposait. On a eu les années Covid qui ont fait qu'à l'ouverture, il y a eu de la ventilation avec prise d'air neuf alors qu'on aurait dû en avoir moins, de la surventilation et autres, qui a fait qu'on a eu de la surconsommation les premières années. Mais l'année 2023 a été la première année où on a eu une consommation, à dire en usage normal, avec des effectifs normaux, avec des plages d'ouverture telles que prévues au départ. Et on arrive, après vérification, à 25,8 kWh par mètre carré par an, ce qui est plutôt satisfaisant. On est en léger dépassement. Notre système de management de l'énergie et le fait qu'on soit certifié ISO 50001 fait qu'il y a des recherches à un moment de qu'est-ce qui fait qu'on dépasse ou pas. Il y a des fois des questions d'usage. Le bâtiment a été à un moment projeté en termes de consommation avec un usage à 19 degrés. On sait qu'on a 19 degrés dans certains espaces, on sait qu'on vise un peu plus dans d'autres. Et malgré tout, voilà, le résultat est quand même là. Et par rapport au parc immobilier de l'université, qui n'est pas une très grande université, on a 120 000 mètres carrés et une trentaine de bâtiments. Ce bâtiment, toute consommation confondue, consomme 61 kWh par mètre carré par an. C'est moins de la moitié de la moyenne qui est de 128 kWh par mètre carré par an pour nos autres bâtiments. Donc voilà, c'est un bâtiment très performant. Peut-être qu'en termes... là, on a parlé... On a parlé d'éléments techniques et architecturaux, peut-être juste en termes d'usage, Lénaïque. Oui, 4 éléments peut-être à partager avec vous sur notre expérience. D'abord, c'est un lieu qui est perçu par les équipes comme un lieu complexe, technique. Ça, on parlait ce matin de la maintenance. Et c'est vrai que nous sommes devenus des clients de la direction du patrimoine immobilier. Alors, ce n'est pas un problème en soi, parce que du coup, la contrainte et l'expertise, elles pèsent plutôt sur les équipes de maintenance que sur le personnel du Learning Center. C'est un lieu qui rencontre un réel succès. On expérimente la flexibilité, des multiples possibilités d'activités. Il s'y passe beaucoup de choses. C'est un lieu vivant. Et ce lieu, le Learning Center, illustre l'alliance de l'environnemental et du social, dont on parlait aussi ce matin, puisque l'UHA, c'est une université qui est implantée dans un territoire défavorisée, une population la plus jeune du Grand Est, avec 20% de la population qui a moins de 15 ans, une sous-scolarisation avec une moyenne inférieure de 12 points à la moyenne nationale pour les 18-24 ans. Donc on a un déficit à peu près de 6 000 jeunes sur le bassin mulhousien qui ne sont pas dans l'enseignement supérieur. Et puis, à Mulhouse, il y a aussi 137 nationalités représentées. C'est plutôt une spécificité qu'on retrouve dans les grandes métropoles ou les capitales. Donc, on porte pleinement un rôle de promotion sociale et d'accompagnement pour l'accès aux études, à la connaissance et à la socialisation. Et proposer un bâtiment design et de haute qualité, c'est une belle manière aussi de jouer ce rôle social. J'ai envie aussi de parler du succès du lieu lié à son atmosphère. Alors, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'architectes dans la salle, enfin j'en ai un à côté de moi, mais c'est un lieu qui a créé quelque chose. Il y a une essence, il y a un esprit, il y a un genius loci qui s'est installé à Mulhouse. Et alors attention, c'est une toute petite parenthèse zen, mais il y a vraiment une expérience sensorielle dans ce bâtiment, qui est un lieu de transition douce, pas de rupture, pas d'angle, un sentiment d'inclusion et d'interconnexion avec l'extérieur, des courbes qui nous parlent de formes naturelles, des vagues, des méandres, des collines, et une ouverture spatiale qui reflète aussi une ouverture mentale ou sociale, un lieu où les idées circulent, les personnes, les éléments circulent librement, avec des perspectives changeantes en fonction du point de vue qui intriguent et invitent à l'exploration, encouragent l'interaction et la découverte progressive plutôt qu'une appréhension immédiate et totale des intérieurs.
Donc c'est un bâtiment qui instaure une qualité spirituelle, j'ose le dire. L'architecte n'est pas là, ne lui répétez pas, il serait trop content. Une qualité qui influence favorablement les personnes et qui les change. Et enfin, je soulignerai que c'est aussi un lieu qui fait image, qui devient objet, sujet de photographie, objet d'art, objet de création. Là, on a un architecte mulhousien, Pierre Frankel, qui a fait des projections d'impression textile sur le bâtiment. C'est pas du Photoshop, c'est vraiment de la projection grandeur nature sur le bâtiment. Et donc, il n'y a pas une semaine où un collègue ne nous envoie pas une photo du Learning Center. Donc, on commence à avoir une jolie collection. Et voilà. Et puisque nous sommes en Alsace, je dirais que la plus belle reconnaissance, c'est qu'il y a un couple de cigognes au printemps qui nous a validé. Une cigogne baguée et une cigogne sauvage. Donc, un couple mixte. Et voilà, c'est une très belle reconnaissance du contexte environnemental dans lequel nous sommes. Merci à tous. Merci. Pour laisser un peu le temps de questions aussi. Merci beaucoup pour cette parenthèse de verdure qui fait écho d'ailleurs à la verdure qu'on retrouve sur la Seine ici. On voit que la nature reprend ses droits un peu partout. Et c'est tant mieux quelque part. Parfait. Je pense que vous merci. Je ne sais pas si ça va marcher. Test. Ouais, non, mais signature, mais... Je vois rien, je sais pas mes lunettes. Je vais faire. Voilà, t'auras plus qu'à cliquer. Sur la barre d'espace. Bonjour à toutes et tous. Je vais prendre quelques minutes pour vous présenter, excusez-moi pour mon retard, Stéphane Amiard, le vice-président patrimoine de l'Université d'Angers. Quelques minutes pour vous présenter ce que certains collègues ont dit ce matin sur l'importance d'inscrire, et on le sait tous aujourd'hui, nos sites de documentation, nos bibliothèques sont des éléments attracteurs et des éléments de la réussite étudiante. Et en tant que tels, ce sont des bâtiments symboliques, totémiques, et il est important effectivement d'y engager des rénovations à la fois thermiques, ce sont des bâtiments de grande surface, mais aussi des rénovations fonctionnelles, voire des hybridations d'activités. Vous connaissez bien l'évolution de vos pratiques professionnelles au sein des bibliothèques, c'est un enjeu. Et c'est un enjeu pour les personnels aussi, comme pour les étudiants. Nous, on dit souvent à Angers que finalement réussir, et vous verrez tout à l'heure que c'est un de nos critères aujourd'hui, c'est un de nos marqueurs forts de l'établissement. Plus de 50% de nos étudiants réussissent en licence, qui en fait depuis au moins une dizaine d'années, un des premiers établissements de France l'a réussite en licence. Ce n'est pas que le programme académique, c'est l'environnement de travail, c'est se déplacer, se loger, se nourrir, étudier, avoir un lieu pour réviser, un lieu pour accéder à la culture. Et ça, c'est quelque chose qu'on a pris en considération à partir du moment où on a choisi de rénover la bibliothèque de Belle-Veille, et c'est un des enjeux qu'on va vous montrer. Je vous ai laissé quelques chiffres de l'université. Retenez que le marqueur principal, c'est essentiellement la réussite étudiante. Et ce qu'on va vous présenter, c'est un campus qui accueille entre 12 et 13 000 étudiants suivant les années. On essaye de penser la rénovation thermique des bâtiments dans un esprit territorial. Ça veut dire un bâtiment, on le rénove, mais dans une stratégie globale de développement du campus, de manière à avoir un critère très très important pour nous qui nous semble être l'avenir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vos étudiants internationaux, ils viennent sur les campus et ils comparent à d'autres campus internationaux. Donc nous, notre stratégie, c'est des campus bas carbone, verts, et qui ont tous les services, ce qu'on peut trouver à l'étranger, dans les meilleurs campus, dans les campus aux meilleurs standards internationaux. Alors on a beau être à Angers, c'est une ville de taille moyenne, avec des étudiants moyens, des revenus moyens. Penser l'avenir, c'est penser cette stratégie qui a été évoquée par les collègues ce matin, mais pas que d'un point de vue bâtimentaire ou que d'un point de vue thermique ou transition énergétique. Il faut, de notre point de vue, l'envisager dans sa globalité, et ça comprend des choses comme la réduction des parkings, par exemple, qui est un enjeu majeur. On fait du zéro artificialisation nette. Il faut convaincre les gens que les étudiants comme les personnels ne plus venir en amphithéâtre ou au bureau au pied du bureau sur son parking. Voilà, quand on a l'habitude, c'est un enjeu, c'est très conflictuel, mais pour autant, ce sont des évolutions majeures qu'on doit envisager, qu'on doit partager avec le collectif. Vous avez d'autres enjeux sur l'accessibilité physique et numérique sur le campus, et finalement, nous on dit il faut arriver à mieux habiter ce campus et à mieux le vivre. Voilà. Je pense que Frédéric rentrera dans le détail de la bibliothèque, mais nos enjeux, ils sont là. Alors, c'est des enjeux qui dépassent le temps. Là, je vous ai mis
une frise qu'on utilise souvent à l'Université d'Angers. Mon prédécesseur, dans les années 2012, avait déjà engagé les réseaux de chaleur urbain biomasse à Angers. Et donc, nous, on a continué par un tas d'actions qui ont été évoquées ce matin, aussi bien lean tracking que les plans de sobriété, que les schémas pluriannuels de stratégie énergétique, de manière à identifier quels étaient les bâtiments les plus énergivores. On va aujourd'hui terminer, on sait qu'on va les terminer et que demain, on va engager la production d'électricité, parce qu'une fois que vous avez terminé vos gisements sur un campus, c'est quoi l'étape suivante ? C'est produire, parce que notamment, un de nos plus gros budgets, c'est l'électricité, c'est plus le chauffage. Voilà. Et donc, il faut envisager tout ça. Et ce que je veux dire, c'est que, évidemment, il faut avoir en tête ce décret tertiaire. Je l'ai remis sur la flèche, là, ce moins 40%. Mais il faut avoir aussi cette image que c'est un temps long qui dépasse le cadre des mandats. Il faut l'inscrire dans la culture de l'établissement. Voilà, ça ne peut pas être juste que des injonctions qu'on reçoit de l'État ou des bonnes volontés des collègues. Il faut l'inscrire dans une culture d'établissement, une culture qui, me semble, s'inscrit de manière très, très importante dans le quotidien de tout à chacun. Voilà. Et on peut même dépasser cette dynamique quand on sait que la démographie étudiante en France va diminuer, qu'on va avoir de moins en moins d'étudiants. Entre 2030 et 2035, on aura des grandes variations. Peut-être que dans certaines régions de France, c'est déjà le cas, on le voit dans les chiffres. Et donc les étudiants internationaux, contrairement à ce qu'on croit, c'est un vecteur du modèle économique futur des universités. Seulement, si vous n'êtes pas au standard international, vous attirerez moins les étudiants qu'un campus anglo-saxon, qu'un campus suisse, qu'un campus belge, ou même chinois. Aujourd'hui, ils sont très performants aussi sur l'accueil des étudiants étrangers. Et nous, notre vision du campus international, elle dépasse le cadre de l'université. Vous avez tous sur vos périmètres des écoles d'enseignement supérieur, privées ou publiques. C'est le cas à Angers, je vous ai mis. Donc nous, en fait, on va étendre la notion de campus aux quartiers qui aujourd'hui accueillent l'ESCA, par exemple, le Centre national de formation des fonctionnaires, un certain nombre d'autres acteurs publics et privés qui sont là, l'Institut Agro, l'INRAE, parce qu'ils ont aussi des espaces verts. Nous, on a 50 hectares de champs, par exemple, avec l'INRAE. Et donc, il faut avoir une dynamique qui, de notre point de vue, est beaucoup plus large que celle juste de l'université inscrite, même si c'est l'acteur majeur, qui s'inscrit sur un territoire. C'est une petite cartographie de notre territoire. On a balayé des axes de développement. Pour faire ces activités 360, il faut effectivement avoir en tête, y compris la question, qui n'est pas une question très politique, sur la dévolution du patrimoine. C'est un sujet sensible, mais c'est un levier aussi, devenir propriétaire de son patrimoine. C'est un levier politique d'aménagement du territoire. Et quand on veut faire une université qui s'inscrit dans ce territoire, qui veut discuter avec ses élus, qui veut participer au plan local d'urbanisme, il faut, à un moment donné, être propriétaire. Sinon, à un moment donné, il y a des décisions qui vous échappent. Et donc, l'avenir du campus vous échappe en partie parce que c'est pas vous qui avez la main, entre guillemets, sur les routes, les aménagements, les accès au campus, voilà, un certain nombre de sujets comme ça. Et donc, nous, on l'a fait à travers 12 axes de développement qui sont, de mon point de vue, des axes qu'il faut travailler collectivement, y compris les mobilités, y compris la création de coulées vertes. Et tout ça, la bibliothèque, elle s'inscrit. Et elle a son rôle dans cet espace. Voilà. Créer des logements, là, on va en train de créer 620 logements à caractère sociaux, mais ils vont être créés juste à côté de la bibliothèque. Donc ça va changer aussi la nature, de la fréquentation de la bibliothèque quand vous créez 620 logements. Toutes ces dynamiques-là, elles s'anticipent, puisque Marie-Guillaume l'a dit ce matin, on est sur des temps longs. Moi, il me semble que le temps moyen de construction universitaire en France, c'est 7 ans. Je pense que c'est une réalité, même à Angers, et pour ça, parfois, c'est 10 ans. Ça arrive. Donc il faut anticiper, voilà. Et il ne faut pas s'interdire d'aller... Nous, on a 30 000 m² de toiture à potentiel photovoltaïque. Il faut produire. Ma principale facture énergétique, ce n'est pas le chauffage aujourd'hui. Majoritairement, je suis en chaufferie biomasse. Ma principale facture, ma principale préoccupation, c'est l'augmentation faramineuse des coûts de l'électricité. Voilà. Et il faut, ça c'est un document qu'on avait produit il y a quelques années, bien identifier les gisements et les bâtiments qui vont faire des réductions entre 50 et 65% d'économie d'énergie. Donc c'est le travail prospectif que vous pouvez faire à travers, moi, un travail qui me semble essentiel, faire les simulations thermiques dynamiques des bâtiments, c'est un travail qu'il faut absolument faire. On sait où sont les gisements et on sait où là, il faut intervenir en priorité pour que le modèle économique de vos universités soit soutenable. Parce que ça ne sert à rien d'aller attaquer un bâtiment qui est très complexe, même si c'est une passoire, et sur lequel il va falloir mettre 40, 50, 60 millions pour essayer de gagner 20% ou 30%. Il faut aller attaquer les bâtiments qui vont faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'université, puisque plus vous les ferez rapidement, plus les économies d'énergie serviront. Alors aujourd'hui, effectivement, les universités n'ont pas de fonds verts, mais qui serviront au moins les aspects de formation, de recherche ou d'autres activités de l'université. Excuse-moi, Frédéric. Moi, je reste à votre disposition si vous avez des questions sur ces notions de territoire. Merci Stéphane. Moi, je vais vous parler de bibliothèque, plus particulièrement, en vous proposant de déguster un millésime qui a plus de 30 ans d'âge, qui s'appelle la bibliothèque Belle-Beille et qu'il était grand temps de rénover. Alors cette bibliothèque, elle a fait l'objet d'une première rénovation extérieure, donc une rénovation énergétique qui s'est terminée en septembre 2023 via le plan de relance
Et ça a consisté, en gros, à transformer la piscine Belle-Beille en une bibliothèque, puisque pendant des années, il pleuvait autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Cette étape passée, on est maintenant en phase avant-projet sommaire de la rénovation intérieure, qui se déroule dans le cadre du contrat de plan État-région, et qui vise à une rénovation fonctionnelle, donc intérieure, avec des choix sur lesquels j'aurai peut-être l'occasion de revenir si le temps me le permet, de limiter au maximum le côté high-tech et de penser en amont des coûts d'usage et de maintenance les plus faibles possibles. Malheureusement, malgré un saucissonnage en 2 opérations, il y a fort à parier qu'il manquera pour terminer la rénovation intérieure et également pour financer un autre projet que je ne développerai pas aujourd'hui dans les grandes largeurs, mais l'intégration d'un musée des féminismes dans la bibliothèque Belle-Beille. Ce que je vous propose avant de faire un focus sur 3 problématiques, c'est d'envisager les différentes facettes du double enjeu de sobriété et d'attractivité. Dans notre démarche, il ne s'agit pas seulement de répondre aux exigences de moins consommer et de moins émettre, mais aussi de penser à un bâtiment qui soit robuste et durable via un choix de matériaux de qualité et, comme je l'ai dit, d'anticiper au maximum des coûts d'entretien et des coûts de maintenance pour les amener au plus bas possible. Il faut en effet, ça a été dit ce matin, prendre en compte le coût global d'un bâtiment et pas seulement l'investissement de départ, puisqu'on sait que le coût global est largement, le coût d'usage dépasse très largement l'investissement initial. Il faut aussi penser à un bâtiment qui s'adapte aux usages à venir. C'est assez complexe quand on est dans le présent d'imaginer les usages dans 30 ans, mais on en prend pourtant pour 30 ou 40 ans quand on rénove un bâtiment. Alors, je vais vous donner 2 exemples très rapides. Dans le cadre de la rénovation intérieure, là, on réfléchit par exemple au dimensionnement des bureaux pour prendre en compte et le nomadisme et le développement du télétravail, où on réfléchit à quelle capacité d'accueil pour les étudiants, combien de places proposer. On a une bibliothèque actuellement qui a 1100 places, on va la ramener largement en dessous de 1000, parce que, comme l'a dit Stéphane, on anticipe le tassement et la baisse des effectifs dans l'enseignement supérieur. Alors j'ai dit, ça revient à se concentrer à ce qui ne se voit pas sur la photo, ça j'y crois vraiment, c'est l'anti-effet waouh dans ce genre d'opération en fait. Je pense on est tenté de penser au mobilier, à ce qui va faire joli sur la photo, et en fait si je devais vraiment être caricatural, la plomberie, l'électricité, l'acoustique, c'est vraiment la base de tout. Et si ça c'est bien pensé et bien exécuté, on a un bâtiment qui vit très bien ensuite, et la modularité puisqu'on doit pouvoir faire évoluer les services et les espaces sans avoir à tout casser dans les 30 prochaines années. On a un défi de répondre à l'ouverture sur le territoire et à des usages qui évoluent et qui, il y a quelques années, nous semblaient totalement illégitimes et qui, maintenant, pourtant, sont notre quotidien. Et puis, d'accompagner, maintenant que nos budgets documentaires sont majoritairement consacrés aux ressources électroniques, l'évolution des profils documentaires de nos collègues. Donc, vu qu'on est en période post-prandiale et que je pense que certains d'entre vous ont du mal à passer l'étape de la digestion, je vais vous proposer de participer à un rapide sondage. Combien d'établissements dans cette salle ont intégré la médiation documentaire des ressources électroniques dans les profils de leur BIBAS chargé de collection? Ah, je pensais qu'il y aurait moins de mains levées. Donc on est plusieurs et c'est très bien. Nous pensons qu'il est souhaitable de décloisonner notre organisation qui jusqu'à présent reposait très largement sur les supports, un responsable des périodiques papier, des responsables d'acquisition de monographies, des formateurs, un responsable de Quélec avec une concentration de cette fonction, de déplacer l'effort de l'acte d'achat, acheter des livres papier, vers la valorisation et la médiation. On est passé en G de 12 acquéreurs de monographies papier, un responsable de périodiques papier et un responsable de Quélec, à 18 médiateurs documentaires multi-supports. Et au regard des budgets et des bases documentaires, la collection est pleinement un enjeu de sobriété et d'attractivité. Enfin, dans cette très longue introduction, j'espère qu'on ne va pas sonner la cloche avant la fin de l'introduction, dans le domaine qui nous intéresse aujourd'hui, l'inaction, ça n'est plus possible. Et donc, on a des moyens, alors vous pourrez juger qu'ils ne sont pas si limités que ça, avec nos 15 millions en 2 opérations. J'estime qu'ils sont tout de même limités par rapport à d'autres opérations. Le plus important, c'est sûrement de faire des petits pas, de ne pas rester immobile et de ne pas se dire « je n'ai pas de moyens, donc je ne fais rien ». Donc sur le modèle du Kaizen japonais, mieux qu'hier, moins bien que demain, on peut faire et tester ce qu'on a fait et avancer par petites touches.
Alors, est-ce que les difficultés budgétaires actuelles nous condamnent à l'inaction? Non, je pense qu'on a déjà pas mal de choses à faire avec ce qu'on a et des pistes à creuser autour de la valorisation des ressources libres, par exemple, ou développer les compétences de nos collègues. Alors, je vais en venir enfin aux 3 points que je vous ai promis. La première question, c'est comment vieillir avec grâce. Vous reconnaissez que c'est une question que nous nous posons tous. On doit se la poser pour nos bâtiments aussi, parce que ouvrir un bâtiment tout neuf ou en rénover un, c'est une chose, mais lui accorder notre attention et nos égards au fil du temps, c'en est une autre. Alors, à Angers, on mène depuis plusieurs années une opération qui s'appelle « Ma BU se fait une beauté », qui mobilise quelques agents, un petit bout de budget et utilise la période estivale pour permettre de corriger les effets d'une longue année d'usage intensif. Donc il y a 4 axes de travail, l'entretien au sens du ménage, de la propreté, des petits travaux, le mobilier et la signalétique. Et ça passe par un rapport d'étonnement qu'on fait chaque année et un peu de planification pour mettre en œuvre ces menus corrections, on va dire, mais qui font dire à nos visiteurs que la bibliothèque est en un très bon état, enfin, sauf si on lève la tête et qu'on voit les lèpres liées aux infiltrations. Ça rejoint ce que j'ai dit précédemment sur les petits pas, puisque la durabilité et l'attractivité, c'est une gymnastique du quotidien. C'est également valable pour l'aménagement des espaces et le mobilier. Je pense qu'il ne faut pas attendre un budget de premier équipement pour investir des petites sommes, déployer, tester, observer ce qui fonctionne moins bien. On est armé comme ça quand on obtient des moyens et qu'on doit prévoir de lotir une bibliothèque complète. La deuxième question, c'est comment asseoir notre fonction support. Donc là, on a quelque chose que vous faites sûrement aussi en période de fermeture administrative. Tous les bâtiments fermes sont mis hors gel et les gens qui travaillent pendant la fermeture administrative rejoignent les locaux professionnels de la bibliothèque pour ne chauffer qu'un bâtiment, ce qui permet de faire quelques économies. Mais ça va bien au-delà puisque depuis des années, on a construit des liens, des partenariats avec de nombreux services avec un double objectif qui est de proposer une offre de services lisible et utile à la communauté et éviter la dissémination des moyens et des compétences. Donc en plus de services que nous proposons désormais tous en tant que bibliothèque, à savoir le prêt de matériel, le prêt de salle pour la communauté, à Angers, nous accueillons de manière pérenne le laboratoire d'innovation pédagogique Labua, le laboratoire d'analyse des usages User Lab, des permanences des assistantes sociales, du service de santé universitaire, le service Infocampus qui accueille les primo-arrivants à la rentrée, des galeries d'art, Ditivon et Galerie 5 dans nos 2 bibliothèques, et on est également identifié comme partenaire des associations étudiantes. On trouve donc de la pédagogie, de la recherche, de la santé, de l'orientation, de la culture et de la vie étudiante, en plus de la documentation. Je vais accélérer un petit peu, mais tout en gardant un débit audible. On pense que jouer ce rôle de hub, c'est un enjeu pour les bibliothèques universitaires, car on a besoin de bibliothèques habitées, ça a été dit ce matin. Heureusement, c'est la dernière partie. Maintenant qu'on a tous ouvert plus et ouvert mieux, je pense qu'on peut se questionner sur comment on peut occuper plus et occuper mieux. Puisque nous avons, et là je parle d'Angers, mais vous rencontrez peut-être la même chose, une activité qui est quand même saisonnière. À Belle-Beille, on a un tiers de l'année où la bibliothèque est quasiment déserte. Donc dans la famille Center, on réfléchit à un modèle de Living Center qui est un cousin du Learning et qui s'inscrit dans un projet global de campus habité qui prend en compte la vie étudiante dans toute la complexité de ses besoins, avec une attention particulière portée sur l'inclusion. On peut sortir de la monoactivité, ça ne signifie pas forcément transformer la BU en laser game ou en discothèque, même si on l'a fait ponctuellement. On a le potentiel pour aller au-delà dans les représentations des étudiants on va à la BU réviser nos cours et emprunter des livres, et ça sans renier notre cœur de métier. Notre principal enjeu d'attractivité, c'est la cohabitation des usages dans nos bibliothèques. Alors avant de chercher des réponses, je vous propose qu'on se pose les bonnes questions. Par exemple, comment pourrions-nous être utiles à de nouveaux publics, notamment dans ces périodes de faible affluence ? Je pense qu'augmenter nos recettes propres va devenir impératif vu les perspectives budgétaires qui sont les nôtres. L'allocation d'espace est une piste qu'on pourrait creuser, même si ça ne rapportera pas forcément beaucoup d'argent. À Angers, on travaille, et comme je vous l'ai dit, un projet de valorisation de nos collections autour des féminismes qui serait intégré à la bibliothèque Belle-Beille, qui serait à la fois un outil pédagogique pour l'ensemble du territoire et un objet touristique, façon de diversifier les publics et d'animer le bâtiment. Alors pour conclure très brièvement, je pense qu'on pourrait aussi se questionner sur le coût écologique de nos collections. Est-ce qu'on peut vraiment se permettre de continuer à doublonner systématiquement papier électronique, à accumuler indéfiniment ?
Je sais que le numérique n'est pas forcément une solution sur le plan écologique, mais à Angers, on a été confronté à ce problème de place et on est motivé par la perspective de la rénovation fonctionnelle. Donc on a pris le parti de lancer il y a 2 ans un chantier qu'on a intitulé « Stop au syndrome de Diogène ». On dédoublonne papier électronique, on clarifie la politique d'acquisition et de conservation, on mène une campagne de désherbage raisonné et on réfléchit aux moyens d'une meilleure appropriation de l'invisible. Comprenez toutes nos ressources numériques. Donc prendre conscience qu'on évolue dans un monde aux ressources limitées, c'est indéniablement, et je parle aussi pour moi, une source d'anxiété, mais c'est aussi, je pense, une magnifique opportunité pour agir autrement. Je vous remercie. Un très grand merci à tous pour la concision et la précision de vos interventions. On sait que l'exercice était vraiment difficile. On va ouvrir les questions sur la salle pour peut-être 1 ou 2 questions. Sinon, j'ouvrirai le bal. En tout cas, je pense qu'on peut souligner l'importance du territoire à travers ces différentes présentations, l'importance d'inscrire les bibliothèques aussi dans leur territoire. Je pense qu'il y a des choses qui sont déjà bien ancrées dans les bibliothèques territoriales, peut-être un petit peu moins dans les bibliothèques universitaires, où l'ouverture sur le territoire est une volonté, pas toujours forcément quelque chose de complètement maîtrisé, ni un écosystème que nous-mêmes avons encore parfaitement assimilé. Est-ce que pendant ces propos liminaires, il y a eu des questions qui se sont manifestées? Non, alors je vais peut-être en poser une, si vous me le permettez, je préempte. Ça permettra à Frédéric de passer sa frustration de ne pas avoir pu dire tout ce qu'il voulait dire. Tu évoquais dans ta présentation la notion de maîtrise d'usage. Tu es passé un peu rapidement dessus. Est-ce que tu peux peut-être en dire un petit mot, parce que je pense que ça résonne aussi avec le positionnement parfois difficile qu'on a à trouver dans ces projets de rénovation entre bibliothèques et services patrimoine. Sinon, on vient ici si ça ne fonctionne pas. Si c'est bon. Oui, je ne serais pas capable de faire l'historique du concept. Ce que je constate, c'est que c'est un terme que j'ai découvert en arrivant sur le projet, donc en 2022. Il me semble qu'il y a encore une dizaine d'années, en tout cas c'était un terme qui était quasi absent, cette notion de maîtrise d'usage, mais qui évidemment existait à l'état latent. On faisait de la maîtrise d'usage sans le savoir. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que, de fait, ça distribue les rôles au sein d'une équipe de maîtrise d'ouvrage et ça permet de clarifier les périmètres. Et notamment, ça a été important en début de projet. On était au moment du dialogue compétitif. Je pense que tu approuveras, Christophe, de pouvoir clarifier le périmètre de chacun et de nous positionner sur ces questions. Je précise que sur ces sujets de maîtrise d'usage et d'architecture et de fonctionnalité, je suis accompagné par une collègue de Christophe qui est architecte de métier, et qui nous aide aussi à reformuler certaines demandes, certaines préoccupations, de manière problématisée, de manière architecturée, je vais l'expliquer, je vais le dire comme cela, et ça nous fait gagner beaucoup de temps dans le dialogue avec la maîtrise d'œuvre. Ouais, pour compléter un petit peu, moi je trouve qu'il y a un réel intérêt au fait que la maîtrise d'usage soit incarnée par une personne, un référent. J'ai eu l'occasion de conduire d'autres projets où c'était pas le cas, où la maîtrise d'usage, les usagers étaient un peu diffus, on n'avait pas de référents, de personnes référentes vers qui se tourner, et donc ça posait un problème de fluidité des échanges et de fiabilité des réponses qui nous étaient apportées aussi dans l'expression des besoins. Je vous remercie à tous les deux. Alors, il est 15h, donc on va passer à la table ronde suivante. Je vais céder la parole à Nelly. Je vais inviter les intervenants et intervenantes de la table ronde suivante à monter sur scène. Et je remercie encore tous et toutes pour ces présentations de grande qualité.